Hello, hello, je pense que c'est bon. Bonjour, monsieur TK. Bonjour à toi Julien, comment tu vas? Eh ben, ça va, c'est ce qu'on se disait quelques minutes avant. On a la forme, quoi. On n'a pas un marché qui nous a trop payé actuellement, donc on a le sourire. Hein. Faut en profiter. Ah c'est clair, là pour le moment, comme on en parlait juste avant, j'ai déjà fait des interviews où le marché était beaucoup moins sympathique, beaucoup moins sympa que ce que l'on a à l'heure actuelle. C'est clair, c'est clair. Bon, il faut que ça dure quand même, parce que généralement, quand on est trop content, on se fait toujours un peu punir. Mais on va peut-être en parler un peu pendant l'entretien. Je voulais déjà te dire vraiment merci, monsieur TK, d'être là. On est une toute petite chaîne. Ça fait vraiment plaisir que tu puisses nous donner cette force-là. Moi, c'est vrai que ça fait, je dirais pas 2018, mais je pense au moins depuis 2019 que je te suis. Tu parlais du minage ou autre. Alors, je ne suis pas trop tech, donc j'y comprenais pas grand-chose, mais comme j'essaie d'être vraiment ouvert sur tous les sujets de la crypto, je regardais, j'essayais de comprendre et autres. Et c'est vrai qu'en suivant ton parcours, je ne sais pas si ça te fait ça toi aussi, bah, tu as l'impression de connaître la personne. Et si tu veux, Mm. je n'ai envoyé aucun message pour l'instant, aucun gros compte, parce que je me suis dit avec 16 followers sur YouTube, il n'y a personne qui va me répondre. Mais je t'assure, quand je t'ai envoyé le message, il était tellement sincère que j'étais à peu près persuadé que tu allais me dire oui. Parce que ça se voit dans la manière dont quand tu fais les lives et autres le dimanche, quand tu réponds aux gens, la Mm. patience que tu as. Enfin voilà, tu es un gars super cool. Donc vraiment, merci d'être là. Ça me touche, enfin, vraiment, ça me touche beaucoup et c'est vraiment sympa. Alors je me permets de te couper 2 secondes parce que le live du côté de Twitch est effectivement lancé, je le vois. Par contre du côté de YouTube, on est toujours sur le décompte. Donc à mon avis, si tu veux récupérer sur YouTube, Alors, comment je dois faire ça? Il faut que je change l'heure peut-être. à mon avis tu dois changer l'heure parce que comme tu as mis un démarrage à 10 heures, Ouais. pour que parce que Twitch Euh, c'est nickel, hein, parce que j'ai repris le retour là sur Twitch, c'est parfait. et ben voilà. Mais J'apprends en direct de mes bêtises. Alors par contre, je sais vraiment pas comment faire pour le coup. Alors je attends. crois que c'est dans ton gestionnaire de live sur YouTube. Donc quand tu es dans le passé en direct là, tu dois pouvoir modifier les paramètres du live et notamment mettre que c'est dans l'onglet diffusion en streaming quand tu es dans le YouTube Studio. Alors, Julien Chanel. Et ben voilà, on a la petite boulette. Moi, ça me met live par contre là. Moi j'ai toujours le Euh, compte à rebours en tout cas sur YouTube, il met que ça commence dans 4 minutes. non, je crois que c'est parti chez moi. Hein. Est-ce que dans le chat, quelqu'un peut nous dire si vous êtes sur YouTube? Moi, je nous vois parler, je nous vois live, Monsieur TK. Je pense que c'est bon. Ok, j'ai rien dit. Ouais. C'est peut-être un décalage, hein. Ouais. C'est probable, c'est probable. Ouais. Je l'ai C'est dit. moi. Ok. Bon, c'est pas grave. Allez, Mais bah, écoute, disons que ça marche. Enfin, disons que ça marche. Voilà, on va croiser les bras. C'est du montage, sinon. effectivement. Non, pour te répondre, bah écoute, pour répondre à ta question, enfin sur le fait que c'est effectivement quand on est une petite chaîne à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est de manière générale YouTube, c'est extrêmement compliqué entre guillemets de percer, si je puis dire, de se faire remarquer de ça. Et c'est vrai qu'il y a toujours un peu c'est un peu difficile d'aller voir les comptes plus gros en se disant bah ouais bah écoute, il va peut-être pas avoir envie entre guillemets de passer du temps avec ma chaîne parce que voilà on n'est pas beaucoup ni rien. Mais moi je mets toujours dans mon cas de figure. Quand moi j'ai commencé, c'était pareil. J'étais tout petit. On a tous commencé petit. Il y a personne qui commence avec des milliers d'abonnés tout de suite. Généralement, on commence très petit. Et si à un moment donné, les comptes qui sont un peu plus importants ne donnent pas un peu de leur temps, de la visibilité ou autre, ça va pas. Donc moi c'est toujours un plaisir. Je le dis quand j'ai vraiment la possibilité de le faire, d'avoir du temps ou autre pour un gros compte comme un petit compte, j'essaye d'être présent, de répondre présent parce que voilà, je pense que on a tous intérêt à s'entraider entre guillemets et à se tirer vers le haut quoi. Non, bah, bravo, c'est tout à ton honneur. Par contre, je pense que tu vas recevoir au moins 15 ou 20 DM là, dans la prochaine heure. Ça ne fera qu'un peu augmenter la quantité de DM que j'ai déjà, on va dire. T'en as combien par jour? Ça, c'est intéressant de poser cette question. Honnêtement, actuellement, hein, parce que vraiment actuellement c'est la folie avec le bull run et de ça. Honnêtement, je dois en avoir. Je pense que j'exagère pas si je dis j'ai une cinquantaine de DM par jour. Des fois pour des trucs très simples, hein, tu vois, des fois c'est une question où en vraiment en une phrase tu sais répondre, mais des fois c'est des gens qui te mettent une tartine. J'ai rien contre ça, mais c'est vrai qu'il y a des gens, tu peux juste leur dire ah le wallet à utiliser c'est MetaMask par exemple, et puis il y a des gens qui te demandent des trucs hyper compliqués et là où ça prend plus de temps et où
c'est difficile parfois de répondre rapidement parce que là tu peux pas juste mettre une phrase, quoi. Il faut faire un texte et ça. Et j'essaye encore une fois de répondre à un max de gens, puisqu'encore une fois, pour le coup, je suis là derrière, je suis tout seul. Donc, quand vous avez une réponse sur un des médias, enfin un des réseaux, c'est réellement moi. Je n'ai pas de community manager ou quoi. C'est toujours moi qui réponds moi-même à toutes les personnes, quoi. Ah, donc, tu réponds aux gens qui t'envoient sur des questions. Je suis en galère, j'ai ce toilette, j'arrive pas, machin. Quand tu as le temps, tu essaies de répondre à ça. C'est ouf. Ouais. J'essaye en tout cas. C'est pas toujours évident, mais j'essaye. Ok, bon, c'est super. On va parler un petit peu de ton parcours, de ce qui t'a fait rentrer dans l'univers crypto. Alors, évidemment, c'est le minage, c'était une grosse partie au début. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques secondes, comment tu es rentré dans la crypto, pourquoi le minage et comment après tu as switché vers d'autres choses derrière? Ouais, en fait c'est très simple, c'est-à-dire que moi j'ai commencé la crypto-monnaie en 2016 et à l'époque le marché n'était pas du tout le marché que l'on connaît à l'heure actuelle, c'était très différent. C'était pas aussi facilement accessible, hein. Je veux dire mes premiers achats de crypto-monnaie, ça prenait des semaines pour envoyer de l'argent sur les plateformes à faire ces achats, donc c'était pas aussi user-friendly. Et donc à l'époque, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je cherchais une façon de me faire un petit peu d'argent de poche sur le côté, hein. Donc on n'était pas dans le délire je veux devenir millionnaire, la Lambo, c'était juste gagner un petit peu d'argent sur le côté. Et sachant que, comme pratiquement tout le monde, enfin voilà, j'avais un travail sur le côté, j'avais une famille, des amis, etc. J'avais pas énormément de temps à y consacrer. C'est-à-dire que je pouvais pas passer 5 heures par jour à analyser les charts, à voir comment je pouvais faire telle ou telle chose, etc. Donc voilà, il fallait que j'ai quelque chose de semi-passif entre guillemets, et c'est comme ça que j'ai découvert le minage de crypto-monnaie, où en faisant tourner un simple ordinateur entre guillemets, on pouvait générer de l'argent. Et donc c'était ça un peu le côté au début, c'était de se dire quand je vais bosser, quand je vais être avec mes amis et tout ça, si j'ai une possibilité de faire un petit peu d'argent, ce serait pas mal. Et c'est comme ça en fait que j'ai atterri moi directement dans le minage et non pas dans le trading comme beaucoup, simplement parce que voilà, j'avais vraiment cette envie et cette volonté d'être dans le revenu passif. Et d'ailleurs, pour les gens qui me suivent, etc., très souvent, moi, ce que je présente en vidéo, ce que je fais, mes investissements et tout ça, c'est vraiment des méthodes pour générer du revenu passif ou faire travailler ces investissements sans devoir trop y consacrer de temps, parce que à côté de ça, comme tout le monde, j'ai plein d'activités, quoi. Ok. Et donc, tu dis 2016, donc c'est minage Ethereum. Alors, j'imagine que Bitcoin, c'était déjà trop tard, non? Ouais, et Bitcoin c'était déjà mort. Bitcoin on était Ouais. déjà sur les ASIC, et donc je m'étais dit non, je vais pas me lancer là-dedans parce que je sais pas où ça va, je sais pas ce que ça va donner, etc. Et donc je m'étais dit tiens, il y a une crypto-monnaie, une petite crypto-monnaie à l'époque, hein, parce que Ether est né en 2015, donc 2016 c'était pas l'Ether que l'on a maintenant. Petite crypto qui paye pas de mine, qui est sympa et qu'on peut surtout miner avec un simple ordinateur, parce qu'au départ j'ai miné avec le PC. Bon, c'est plus celui-ci, mais mon PC que j'utilisais pour jouer aux jeux vidéo, pour faire travailler, etc. Donc c'était vraiment avec une bête machine entre guillemets. J'avais pas investi dans du matos parce que j'ai commencé comme tout le monde avec une petite bécane, et puis c'est par après que je me suis agrandi. Mais vraiment le début c'était un PC, une carte graphique, on mine de l'Ether et on verra ce que ça donne. Ok. Et tu as réussi à suivre ce plan-là longtemps? Tu as réussi à en miner pas mal des Ethers, ou comment ça s'est passé? Parce que 2016, c'était un an avant le début du bull run, si je dis pas de bêtises, qui se finit en 2017, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ouais. Donc bon, en 2016, moi je débarque, donc j'ai aucune notion de bull run, de bear market, on est vraiment dans les débuts. Et comme en plus il y a pas beaucoup d'informations qui circulent à ce moment-là sur la crypto-monnaie. Tu sais, t'as pas des vidéos qui sortent toutes les semaines pour te dire le marché monte, le marché baisse, on a les ETF. C'est quasiment tout passe par des forums spécialisés. Donc il y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube, et les rares vidéos qu'on a, c'est du contenu en anglais hyper technique. On n'est pas dans des vidéos d'analyse comme on peut avoir maintenant. Donc c'est vraiment un marché de niche. Et donc moi j'y connais pas grand chose. Donc déjà au début je me dis, première chose, je me dis c'est trop beau pour être vrai. Il y a probablement une arnaque quelque part. Je vais me faire avoir et de ça. Parce que tu sais, te dire tu fais tourner un ordinateur et ça te rapporte plus que ce que ça ne consomme, ça semblait trop beau pour être vrai. Donc voilà un petit peu. Et donc c'est vrai que moi au début, je fais un peu comme tout le monde, je fais mes premières expériences. Des fois je me plante, des fois ça marche bien, etc. Et donc c'est effectivement à partir de 2017, quand on a eu fin 2017, début 2018, qu'on a eu pour moi mon premier bull run, que je me suis dit ok, il y a vraiment quelque chose derrière.
il y a moyen effectivement de faire de l'argent et c'est très bien, mais il y a également une technologie, un système, il y a des choses qui se développent qui sont également très intéressantes c'est à partir de ça que je me suis vraiment lancé à corps perdu dedans, quoi. Ok. Et donc, tu fais partie des rares personnes qui sont arrivées peut-être par le minage et non pas par le trading, l'investissement, parce qu'on en a entendu parler, quoi. Ça, c'est assez fou. Et du coup, tu as réussi à rester dans ça, ou il y a bien un moment donné où tu te dis, tiens, ça monte, tu as mis un peu d'argent perso dedans, ou tu as réussi à construire, enfin, l'investissement, tu l'as mis que sur le minage, tu as fait grossir ton portefeuille qu'avec ça, ou tu as mis un petit peu plus tard au repos pendant le boulot en Alors immobilier? j'ai diversifié pour la simple et bonne raison que, comme tu l'as dit, en fait, par exemple, au début, je voulais aussi acheter du Bitcoin, enfin, je voulais du Bitcoin, je pouvais pas le miner. Alors à un moment donné, Ok. je me suis dit, bah tiens, je vais échanger les Ethers que je mine contre du Bitcoin. Sauf qu'à l'époque, pareil, avec l'installation que j'avais, je minais très peu d'Ethers et donc j'avais des toutes petites fractions de Bitcoin. C'était toujours ça de prix, mais voilà. Et à un moment Hmm. donné, je me suis dit, bah tiens, ce serait quand même bien de mettre un petit billet pour déjà commencer à acheter du Bitcoin, acheter un peu plus d'Ether parce que j'en minais, mais voilà, pas énormément, etc., etc. Donc j'ai quand même mis de l'argent et au final, je pense, j'ai tenu pendant très longtemps les comptes, mais comme ça fait déjà longtemps que je suis dedans, je me souviens plus exactement tous les chiffres, mais globalement, je pense que j'ai mis au total plus ou moins la même chose entre ce que j'ai mis dans le matériel de minage directement Ok. et l'achat directement de crypto-monnaie, quoi. Et puis c'est faire fructifier, faire tourner, etc., etc. Ok. Et donc, résultat du bull run 2018, tu es quand même arrivé assez tôt finalement, tu as réussi à surfer la vague ou. Alors, moi, je suis arrivé en 2018. Non, tu t'es rétabli comme tout le monde. Ok, ok, ok. Bon, bah, cool, tant mieux. Ça fait du bien à ceux qui nous regardent en se disant, oh, on n'est pas seul, quoi. Moi, j'arrive aussi en 2017. Hein. J'arrive, je me rappelle, j'essaie en juin. Et tu l'as dit tout à l'heure, à l'époque, c'était compliqué parce que tu devais envoyer de l'argent sur les comptes étrangers. Je me rappelle même Coinbase, tu devais envoyer de l'argent en Lettonie ou en Lituanie, Ouais. quelque chose comme ça. Ouais. Et moi, je vais voir la banque et tout, ils me disent, monsieur le machin, j'allais dire mon nom, vous allez vraiment faire un virement là en Lituanie, machin. J'étais encore trop jeune, et j'ai fait, ouais, vous avez raison, c'est débile. Ok. Après, tu m'as dit ça, je le fais pas, et puis bah, évidemment, j'ai continué à en entendre parler. Je l'ai fait 3 mois plus tard. Le BTC était à 7-8 000, je crois. Non, 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 je l'ai regardé à 7-8 000 et je l'ai acheté à 12 000. Voilà, donc 12 000, 21 000. Au revoir. Merci. Au revoir. Ouais. Mais bon, du coup, pareil, toi, tu n'as pas réussi, comme tu es arrivé avant, tu n'as pas réussi Ah non, parce que malgré tout, je connaissais rien. Donc moi, à un moment donné, le marché s'emballe. Comme tout le monde à ce moment-là, je suis persuadé d'être le meilleur trader au monde. Je vais devenir Ouais, multimillionnaire. C'est, comme tu disais, Bitcoin était à 10 000 dollars et on le voyait à 100 000. Sauf que bon, c'est 10 000, 100 000 en un coup, c'était un peu ambitieux. Et donc je me suis fait complètement rétamer parce qu'à ce moment-là, j'ai rien, entre guillemets, j'ai rien vendu contre des stablecoins ou autre. Donc en fait, la seule chose que j'ai fait, par contre, c'est que je n'ai pas été dégoûté. Donc c'est-à-dire que je me suis dit, ok. ok, je me suis planté, etc. Et je me suis pas dit, ok, c'est une arnaque, je vends tout, je sors, etc. En fait, j'ai simplement holdé complètement du hold pur et dur. Et je me suis dit, ça finira. Enfin, j'avais cet espoir que ça finirait bien par remonter, que j'allais pouvoir m'en sortir. Voilà, ça allait se refaire, quoi. Mais je ne me suis pas dit, oh. C'était une perte de temps, ça servait à rien, etc. J'ai eu cette volonté de persister là où effectivement il y a beaucoup de gens qui ont été dégoûtés et qui ont dit bah non, j'abandonne, je verrai bien dans 6 mois. Bon, moi je suis resté, je me suis dit Ouais. bah, on verra bien. Peut-être parce que tu touchais aussi le minage et que tu as compris que c'était pas simplement j'achète, ça monte, ça descend. Et tu as vu qu'il y avait quelque chose derrière, une industrie qui était Il y avait assez sympa. ça. Exactement, j'avais bien compris que, ok, il y avait le côté, comme je te dis, le côté argent qui est très intéressant et qui est très bien. J'avais compris qu'il y avait quelque chose au niveau de la technologie. J'aurais pas imaginé, en tout cas, tu m'aurais posé la question en 2017, est-ce que la crypto-monnaie en serait là par rapport à aujourd'hui? Je t'aurais dit pas du tout, mais j'avais bien compris qu'il y avait la technologie derrière, il y avait des fondamentaux qui étaient intéressants, et accessoirement, c'est le conseil enfin le conseil, le seul truc en investissement que tu dis toujours, hein, mais ceci n'est pas un conseil d'investissement, et c'est n'investissez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Bah, c'est un peu ça aussi, tu vois, l'argent que j'avais mis, je vais pas dire que j'en avais pas besoin parce qu'on a toujours besoin de ça, mais je m'étais dit, je m'étais pas privé, tu vois, je m'étais pas privé de vacances, je m'étais pas privé d'un truc, donc au final je m'étais dit bon, j'ai de l'argent qui entre guillemets est bloqué là-bas. C'est vrai que c'est pas la sensation la plus agréable, mais je me suis dit je peux me permettre de les bloquer là-bas encore un an ou deux, on verra bien quoi. Ok, ok, ok. Bah, écoute, super. Du coup, on va passer à YouTube. Je crois que c'est à 2018, la création de ta chaîne. Ouais. Donc là, passe le, en plein bear market finalement.
Et là, tu C'est te ça. dis, je me lance sur YouTube pour quelles raisons? C'est quoi qui te motive? Est-ce que tu as des références, des gens que tu regardais, tu t'es dit, je vais faire un peu comme eux? Enfin voilà. Pourquoi YouTube? Pourquoi tu te lances sur les réseaux? Alors parce que en fait de 2000, je crois que c'était fin 2016 à 2018, donc avant que je lance ma chaîne, je tenais un blog. J'avais un blog où en fait Ok. je faisais quasiment la même chose que ce que je fais sur YouTube, sauf que c'était en format écrit. C'est-à-dire que vraiment j'écrivais des articles, je disais ce que je faisais de mes journées, comment je minais. En fait j'avais déjà un peu le concept de, tu sais, réaliser un tuto pour expliquer comment faire du minage, comment sécuriser son portefeuille, sauf que Ok. c'était en format écrit. Et ça fonctionnait. Honnêtement, ça fonctionnait pas terrible. Hein. Je veux dire, les articles faisaient 10, 15, 20 vues. Mais encore une fois, 20 vues en 2016, c'est pas pareil qu'en 2024 où tout le monde connaît Bitcoin, etc. Et en fait, un jour, c'est un membre de la communauté, de la toute petite communauté de l'époque, qui me dit, bah, TK, c'est super bien les articles, c'est cool et ça. Mais bon, les gens en 2018, bon, la lecture c'est sympa, mais les gens ils veulent de la vidéo, ils veulent de la vidéo. Et c'est vrai qu'à l'époque, encore une fois, hein, à ce moment-là, il y a quasiment personne sur les réseaux en français. En anglais, ça commence déjà à se développer, mais en francophone, il n'y a pas grand monde. On est que quelques-uns Il y avait Asher, un des premiers, hein, je pense. Ouais. qui a commencé en 2018 aussi. Hein. Asher, Ah, je crois que sa chaîne, 2018, c'est d'accord. ouais. En fait, il avait une chaîne avant où il parlait de, je pense qu'il était dans les paris sportifs ou le casino, un truc comme ça, je Mais crois, ça, hein, c'est je sûr. peux me Ouais, non, tromper. ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Et en fait, il a découvert, un peu comme moi, parce que lui aussi était dans le minage au départ, il a découvert la crypto-monnaie et il a basculé sa chaîne vers ça. Et donc moi, en fait, quand j'ai créé ma chaîne, bah, il y avait absolument personne qui parlait de minage en francophone, c'était que des vidéos en anglais. Et je me suis dit, bah tiens, moi je fais du minage, j'aime le minage, j'ai déjà des articles qui sont écrits, donc au final, les passer en vidéo, ce sera très simple parce que bah, tu as déjà tout un script qui est fait. Et donc mes toutes premières vidéos, qui sont toujours disponibles et qui sont regardables, n'allez pas voir ça. Ben, en fait, c'est tout simplement mes articles écrits que, entre guillemets, je lisais face caméra. Et c'était juste ça. Et donc, le début, c'est ça, quoi. Ok, ok, incroyable. Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui du YouTube game un petit peu? Est-ce que alors moi je me lance, mais c'est vraiment à titre, pour l'instant c'est pour m'amuser. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses au départ. Mm. Mais qu'est-ce que tu en penses un peu là du YouTube français, de comment ça s'est développé? Tu trouves que ça va dans le bon sens? Tu trouves qu'il y a des choses qui sont à revoir? Qu'est-ce que tu en penses? De manière globale, moi, je suis extrêmement content et extrêmement enthousiaste parce que c'est bien de voir que il y a de plus en plus d'acteurs dans différents sujets, différents domaines, qui proposent des façons de voir les choses, de s'exprimer différemment. Au final, quand on était au début en 2018, on était 5 à faire des vidéos. Bon, en gros, si vous voulez regarder une vidéo, c'était un des 5. Maintenant, tu as beaucoup de choix. T'as des personnes qui sont en plus comme moi à l'époque, spécialisés dans des domaines. Hein. Tu as des gars qui sont dans la DeFi, dans les airdrops, dans l'analyse technique, dans l'analyse fondamentale, vraiment plein de profils différents, avec plein d'attentes différentes. Je veux dire, deux créateurs de contenu, par exemple, je sais pas moi, dans la DeFi, vont pas utiliser les mêmes plateformes, vont pas avoir les mêmes façons d'opérer, etc., etc. Donc, moi, je pense que c'est extrêmement bien. C'est vrai que malheureusement, en ayant énormément d'acteurs, tu peux avoir parfois des dérives. Mais globalement, je trouve que par rapport à d'autres communautés, donc type la communauté américaine, anglaise, etc., ça se tient quand même relativement bien, même si on a des fois des écarts. Globalement, le contenu est de qualité. En tout cas, je trouve que le contenu est de qualité. Non, moi je suis d'accord. Non, franchement, je suis assez d'accord. En tout cas, quand on cherche, on peut trouver du contenu de qualité. Et avec des gens C'est clair. modestes qui ne se prennent pas la tête et voilà, qui disent bien, on n'est pas professionnel, on est en train de tous d'apprendre en même temps sur un écosystème qui se crée. Et je suis assez d'accord. Par rapport justement à ta chaîne à toi, donc tu faisais beaucoup de minage. Le minage, je pense que tu en fais encore aujourd'hui. Moi, je le vois bien avec Ouais. Flux ou autre, des choses que tu fais. Mais pourquoi tu as décidé de partir plus large au niveau du public, de faire des choses de la vulgarisation sur des sujets un peu classiques? Pourquoi tu as décidé de changer? Est-ce que c'est parce que tu es passé full-time crypto et donc tu as voulu t'ouvrir d'autres univers? Ou voilà, comment tu as vu ce changement s'opérer? Alors en fait, dès le début, donc c'est vrai que j'étais très orienté minage au début, et puis j'ai très rapidement basculé sur les nodes, les masternodes, parce qu'au final, Ouais. même si c'est pas directement du minage, c'est une façon de générer des revenus passifs avec ces crypto-monnaies. C'est pas très loin du même principe de fonctionnement, sauf que t'as pas directement les machines, enfin soit. Donc je me suis très vite diversifié là-dedans, mais c'est vrai qu'au début, j'étais minage et node. Sauf qu'à un moment donné, c'est un peu ça le problème
quand tu as, entre guillemets, ça va faire 6 ans que je suis sur YouTube, à un moment donné, tu as fait le tour du minage. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours des nouveautés, les logiciels se mettent à jour, tu as des fois des nouvelles crypto-monnaies, mais dans l'ensemble, c'est un secteur qui, pour le moment en tout cas, évolue très peu. Hein. Je veux dire, si tu as par exemple une nouvelle machine de minage qui sort, ok, elle a des nouvelles performances, ok, elle apporte tel ou tel avantage, mais tu sais pas refaire un tuto explicatif parce que le tuto sera exactement le même que pour l'ancienne version. Donc de ce côté-là, à un moment donné, moi je me sentais un peu coincé parce que il y a des fois où je disais il se passe rien dans le minage, donc qu'est-ce que tu veux que je raconte? Et puis moi j'aimais beaucoup le côté de la vulgarisation parce que ça j'aime beaucoup. Et donc à un moment donné, je me suis dit ok, je vulgarise le minage, les nodes, et les gens sont très contents. Est-ce que j'irais pas un peu plus vers des choses un peu plus généralistes quand même, sans faire de hyper généraliste, pour moi me permettre de parler également de choses qui me plaisent, mais qui sont des fois en dehors du minage. Et donc c'est un peu comme ça, parce que comme je le dis toujours, quand je fais une vidéo sur un sujet quelconque, c'est parce que ça m'intéresse et parce que ça me parle et parce que indirectement, soit je l'utilise à des fins personnelles, soit je suis en train de creuser le sujet, etc., etc. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je parle d'un sujet, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Je parle très rarement de domaines où j'ai jamais foutu les pieds et où je me dis bon voilà, c'est peut-être le truc d'actualité du moment. Voilà, par exemple toute la hype actuellement, enfin qu'on a eu sur les meme coins, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne parce que moi je suis pas du tout dans l'écosystème des meme coins, j'y connais pas grand chose et donc ça aurait été difficile pour moi d'aborder ce sujet-là. Donc c'est vrai que des fois, même si je me suis un peu plus généralisé, je passe des fois à côté de gros sujets simplement parce que là, c'est vraiment pas mon domaine d'expertise. Ouais, ok, je comprends. Et au niveau des. Alors, je crois que c'est la vidéo la plus vue, c'est ETH, c'est ça, sur le minage d'ETH sur ta chaîne? C'était une surprise, ça, ou tu savais que ça allait cartonner avant? On va essayer de parler des vidéos qui ont le plus marché, des sujets qui t'ont le plus déçu. Si tu peux nous faire un point sur ça. Ouais, globalement, c'est aussi une vidéo qui est très vieille, donc c'est une vidéo qui a plusieurs années, qui tourne toujours. C'est dingue d'ailleurs de voir que théoriquement, si tu commences dans la crypto-monnaie, enfin, tu devrais normalement savoir que Ethereum est passé en proof of stake et que donc il est plus possible de miner de l'Ether, mais c'est une vidéo qui continue à faire des vues. Il y a quand même des gens qui la regardent. De temps en temps, avant c'était plus récent, mais là j'en ai beaucoup moins. J'avais toujours des gens qui me disaient tiens, on peut toujours miner de l'Ether. Je dis non, regarde la date de parution de la vidéo, elle a déjà quelques années. Donc effectivement, mais à l'époque, quand j'avais sorti la vidéo, je savais que ce serait une bonne vidéo, comme la vidéo que j'ai fait sur monter un rig de minage ou quand j'ai été monter un rig de minage chez un abonné, sachant qu'à l'époque le minage avait vraiment le vent en poupe. C'était pas vraiment une surprise. Je me doutais qu'en faisant une vidéo là-dessus, ça allait devoir marcher, quoi. Ok. Et les sujets, alors là, plus récents, là, mais sur les 6 derniers mois où tu as bossé, où tu t'es dit, celle-là, c'est sûr, ça va parler, je suis dans le bon thème et où tu as été déçu, c'est sur quel sujet, par exemple? Ça arrive. Généralement, c'est quand des fois, donc c'est ça qui est le plus surprenant, parce que la question est très bonne. C'est il y a des fois, il y a des moments où je vais bosser une vidéo à fond, tu vois, sur un sujet, des fois soit plus généraliste, soit un peu plus technique, etc., etc. Donc c'est vraiment une vidéo que je vais potasser, ça me prend du temps à l'écrire, à la tourner, etc., etc. Et au final, ça fait un flop complet. Et au contraire, des fois, tu fais des vidéos entre guillemets un peu à l'arrache, où tu expliques juste un truc. Et je me dis ça peut pas vraiment fonctionner, ça va pas être extraordinaire. Et au final ça tape le record pour la période actuelle. Donc c'est ça qui est surprenant. Je pense que récemment j'ai fait une vidéo qui a pour le coup pas bien marché, qui était justement sur le fait de se former à la crypto-monnaie. Alors le fait de se former pas à l'analyse technique, hein, mais par exemple se former pour travailler dedans. Donc pour être développeur de smart contract, pour voilà, vraiment travailler dans la blockchain. Et c'est une vidéo qui a fait un bid complet pour le coup qui a vraiment pas bien marché. Et c'est vrai qu'en la faisant, je me doutais un petit peu que les gens, quand ils viennent dans la crypto-monnaie, la plupart, hein, ils viennent parce que c'est le rêve de richesse, c'est je vais vivre du trading. Donc, tu sais, j'ai une main dans le slip, je pose un trade sur l'année, je prends 500 000 dollars et je suis tranquille. Et c'est vrai que quand on dit, ah bah non mon gars, tu peux faire un 8h, 16h en train de bosser, développer des smart contracts, c'est moins sexy. Or, c'est quelque chose qui est indispensable, parce que si on a des projets blockchain, c'est parce qu'on a des développeurs qui bossent là-dessus. Et donc, c'est vrai que ça, voilà, techniquement,
de mon point de vue, c'est une vidéo qui avait tout pour réussir, enfin qui aurait dû réussir et qui a pas trouvé son public parce que les gens te disent bah ouais mais moi j'ai pas envie de bosser dans la blockchain, j'ai envie de gagner de la thune, d'être millionnaire et puis de plus jamais bosser de ma vie. Et donc c'est vrai que quand tu dis ça, bon oui, ça ne pouvait pas vraiment bien fonctionner. Ok, noté. Donc, effectivement, on notera la phrase les gens n'ont pas envie de travailler, ils ont plus envie de juste de gagner de l'argent. Ouais, mais ça, après, beaucoup moins. Ouais, beaucoup. Ça peut s'expliquer. Et peut-être aussi que les gens qui sont capables de travailler, voilà, qui ont ces capacités-là, ils le savent déjà, ils sont déjà dans ce milieu, ils sont déjà dev, et voilà. Mais en tout cas, c'est honorable de ta part de te dire, et je vais essayer d'encourager les gens, parce que ne serait-ce que, je sais pas, si tu as fait 3000 vues et que tu as une 10-15 personnes qui ont eu la lumière, qui sont allumées et qui finalement vont travailler dans des projets ou autres, tu as servi et franchement, c'est déjà super cool, quoi. Oui. Donc voilà. Bon, on va parler un petit peu du marché, on va se faire plaisir. Donc là, ça y est, le bull run est lancé. Là, le season est l'escalier lancé pour toi? Oh, pas du tout. Là, j'ai été justement surveiller avant qu'on débute le live la dominance du Bitcoin pour un peu juger où on en est. Donc là, elle avait un peu baissé. Là, elle a rebondi. En tout cas, avant le live, elle avait rebondi. Donc globalement, pour le moment, je reste sur ma position que tous les yeux sont tournés vers le Bitcoin. Certes, il y a quelques alts qui profitent un peu de la hype, etc. Mais globalement, les yeux sont tournés vers le Bitcoin. La dominance est à 58-59%. Donc voilà, il y a quelques alts qui performent, mais c'est pas ça. Et pour le moment, en me basant encore une fois, parce que moi je suis quelqu'un qui maintient depuis des années que les cycles se répètent, qu'il y a des similitudes au niveau des cycles et que voilà, donc ça suit son cours. On pourra en rediscuter, hein, ceux qui sont pas d'accord avec ça, soit. Mais pour moi, donc là pour le moment, il n'y a pas de raison qu'on ait une alt season entre guillemets maintenant. Je pense que si on doit avoir une alt season, ce sera en 2025. Et c'est pour ça notamment que je surveille la dominance, parce que si jamais la dominance venait à chuter brusquement, là, ce serait le cas de me dire, ok, je me suis trompé au niveau des cycles et on peut avoir l'all season plus tôt, mais à l'heure actuelle, ça suit vraiment son cours, quoi. On peut aussi avoir des mini all season avant d'avoir la vraie. L'all season, c'est celle qu'on parle à la fin, quand effectivement le BTC va commencer soit à ranger, soit à descendre. Et donc, effectivement, le TH prend le lead et puis après, on va gentiment aller sur les small caps et peut-être les toutes petites caps. On verra si on a les toutes petites caps ce cycle-là. Moi, j'ai quand même pas mal de doutes, mais je suis d'accord sur toute la répartition du cycle. Sur les très petites capitalisations, il y en a tellement, je ne sais pas si vraiment il va avoir un impact. Je ne sais pas si c'est un pari que je prendrais ou vraiment quand j'ai trouvé 2-3 pépites ou un bon projet sympa, voilà. Mais bon, pour l'instant, je ne suis pas trop dans ça. Mais je suis assez d'accord. Mais par contre, je pense qu'on va quand même avoir une petite mini all season là et je pense qu'il ne faut pas les rater quand on peut les avoir, quoi, parce qu'elles peuvent être assez grandes, quoi. On a tellement galéré pendant 7 mois sur les alts qu'il suffit de 2-3 semaines et il y a des choses à faire, quoi. Mais effectivement, je pense que quand on aura repassé les 100K, la BTC Mania, ils vont en parler partout. Ça va être incroyable, ça va être génial. D'ailleurs, quand tu t'es tapé tout le bear market, que tu es dans les cryptos depuis des années, de voir ça, moi, je me régale quand on voit ça à la télé ou autre. Il y a un moment donné, ça me faisait peur. Maintenant, je suis content, quoi. Il faut savoir où est-ce que tu es dans le cycle et il ne faut pas voir des signes noirs dès qu'on passe aux 20 heures. Pour l'instant, ce n'est pas inquiétant, je pense. Hein. Pour l'instant, il faut profiter. On n'est pas fou. On n'est pas fou, surtout. Ça montre que indirectement, on avait raison depuis des années et des années. Hein. Pour ceux qui sont rentrés très tôt sur le marché, à chaque fois qu'on nous a dit c'est mort, c'est la fin, ça va à zéro, ceux qui ont osé tenir leur position, ça prouve encore une fois que non, vous aviez raison de tenir bon, quoi. Non, c'est clair, ça c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais parler un petit peu des projets de ton portfolio? Alors moi j'ai adoré ta vidéo et à la suite de ta vidéo en plus j'ai fait parce que j'avais prévu de le faire mon plan mais je n'avais pas encore fini donc j'ai fait tout mon exit plan crypto par crypto avec mes targets suite à ta vidéo et d'ailleurs franchement moi j'ai trouvé que sur le Bitcoin on avait des targets qui étaient vraiment équivalentes. Je trouve que tu es assez conservateur et tu as largement raison de l'être. S'il y a des très bonnes nouvelles il faudra laisser courir un Moonbag, mais voilà, en gros, peut-être pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui n'ont pas vu cette vidéo-là, quels sont les targets que tu as sur BTC là, et sur ETH, par exemple? Donc, target mini, je pense qu'on l'a passé, mais le target max. Alors, il faut savoir que quand j'ai sorti cette vidéo-là et que j'ai basé mon analyse justement de déterminer le prix du Bitcoin, son prix théoriquement maximum que moi j'estimais, c'était avant d'avoir l'information que les États-Unis voulaient faire une réserve stratégique, etc. etc. Ouais. C'était avant Trump ou pas? C'était avant Trump.
avant l'élection, hein, ça fait un mois. Ouais. Okay. C'était avant l'élection de Trump, c'était avant tout ça, donc j'avais quand même des targets plutôt hautes, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que là, pour le moment, je conserve ces targets-là, je vais les donner juste après, mais je me dis, si les États-Unis mettent réellement en application cette volonté de constituer une réserve stratégique, et entre guillemets rapidement, hein, pas dans 5 ans, on envisagera d'acheter du Bitcoin, ça pourrait clairement revoir mes targets à la hausse. Mais donc pour le moment, c'est pas le cas. Mais donc à ce moment-là, moi j'avais estimé, sur base d'évolution du market cap global des crypto-monnaies et du market cap du Bitcoin, j'avais estimé un Bitcoin qui pourra atteindre, selon mon analyse, entre 150 000 dollars et 175 000 dollars. Donc on va dire fourchette basse, fourchette haute, qui était basée encore une fois sur l'évolution des market cap par rapport au market cap global, le market cap de l'or, etc., etc. Donc en gros, j'ai pas sorti la valeur comme ça de mon pouce en disant ça peut être 200 000 comme 300 000 ou 1 million. Mais c'est vrai que maintenant, en me disant, bah tiens, les États-Unis vont faire une réserve stratégique, on voit qu'il y a d'autres États qui, suite à cette annonce, se disent, ah bah tiens, nous, on accumulerait peut-être bien aussi un peu du Bitcoin. Bah, je me dis que ça pourrait peut-être, cette target basse à 150 000 pourrait peut-être être revue un peu à la hausse, et peut-être que la target basse deviendrait, j'ai pas refait les calculs, hein, donc je le dis comme ça, mais ça pourrait être par exemple 175 000, 200 000, tu vois, donc on a la même fourchette, mais étalée sur une région un peu plus haute. Donc voilà, maintenant, comme je l'expliquais dans la vidéo, mon but, moi, sur le cycle que l'on est en train de vivre actuellement, c'est de sécuriser au maximum mes positions, puisque c'est ce que je n'ai pas fait lors des 2 cycles précédents, parce que le premier cycle, on en a parlé un peu, en 2017, je me suis fait avoir complètement, 2020, 2021, je me suis fait avoir quand même au final, mais j'ai quand même réussi à prendre des profits, etc., etc., mais clairement pas assez par rapport au bear market que... Ouais, exactement. Et donc ici, j'ai vraiment une volonté d'avoir une prise de profit beaucoup plus agressive que par le passé, quitte à potentiellement moins gagner, mais avec vraiment cette volonté de, ok, j'ai sécurisé les positions. Si même demain on repart en bear market, j'ai récupéré du stablecoin pour réinvestir et j'ai pas économisé 10 balles, quoi. Tu vois, j'ai pas récupéré 10 euros. Waouh, génial, j'achète du Bitcoin, enfin 10 balles de Bitcoin à 50 000, c'est cool, quoi. Donc c'est ça. Et pour Ethereum, pareil, donc c'était pareil, hein, donc l'estimation a été faite avant Donald Trump, avant les trucs, etc., etc. Et donc moi, j'avais estimé en target basse pour Ethereum aux alentours des 8 000 dollars, 8 000, 8 500, et target haute, j'étais à 12 000, 12 500 dollars, avec vraiment la target des 10 000 dollars qui sera un peu comme, tu sais, le cap symbolique, hein, Bitcoin à 100 000, c'est symbolique. Ethereum à 10 000, ce serait extrêmement symbolique. Et pour ça que j'ai du mal à le voir traverser les 10 000 dollars, parce que à 10 000 dollars, je sais que ça va être vendu plus que massivement, quoi. Ouais. Tiens, je vais te challenger sur un petit truc, Monsieur TK, justement, parce que moi, je n'avais pas fait mon exit plan, mais il y a un autre truc que j'ai fait en bear market, c'est que par rapport à ce que j'ai appris des 2 cycles précédents, vous ne pouvez pas le voir, là, c'est une feuille qui est notée, mais je me suis noté, c'est le 3e commandement, c'est Julien, il y a un moment donné dans le bull run, on va te persuader, et tu vas y croire, qu'il y a une narrative qui change, que le cycle ne va pas se répéter, qu'on aura un super cycle et qu'on ira plus que ce que tu avais prévu au départ. Et est-ce que cette réserve stratégique de Bitcoin, c'est pas le miroir aux alouettes qui est en train, peut-être même toi aussi, Monsieur Tega, de te dire, je vais la changer ma target parce que là, c'est évident. Parce que moi, quand on me parle des réserves stratégiques, je me dis tous les pays vont faire la même chose, les grosses boîtes, enfin, ça, il peut monter à, j'en sais rien, 300 000. Enfin voilà, on n'en sait rien. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de nous vendre cette narrative-là? Et est-ce qu'on ne va pas refaire la même erreur en se disant, bah, tu sais, comme le BTC à 100K, puis on a topé à 70, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que, alors là, tu m'as dit que tu n'avais pas encore réévalué, mais vraiment, si ça arrive, tu penses réévaluer ou finalement tu vas faire le plan, c'est le plan et tu n'en sortiras pas? Alors, il faut savoir que pour le moment, je me tiens déjà à mon plan, puisque moi j'ai déjà pris des profits sur Bitcoin. Donc pour le moment, mon plan n'a pas changé, hein, vraiment, j'insiste là-dessus. Et au final, ça ne change. Enfin, si je devais même revoir ma target à la hausse, fondamentalement, ça ne changerait pas la base de mon plan, puisque la seule chose que j'aurais, c'est que les pourcentages que j'allouais plus haut, par exemple, si j'avais à un moment donné une vente de 20%, 20%, je la diviserais en 2 fois 10. Donc, ça veut dire que globalement, les premières étapes du plan qui sont en train de se passer à l'heure actuelle s'enchaînent. Donc, ça veut dire qu'à la limite, je ne modifierais que la fin de mon plan. Et donc, ce serait là, effectivement, je veux dire, peut-être les 30 derniers pourcents qui pourraient jouer, mais les 70% avant,
n'aurait pas changé. Je ne vais pas changer. Je vais pas, par exemple, me dire, ok, imaginons demain, les États-Unis font une réserve stratégique. Là, par exemple, j'ai déjà vendu du Bitcoin. Je vais pas me dire, ok, je rachète vite du Bitcoin parce que je dois revoir mes targets à hausse. Non, Ouais, ce qui est pris. Ça, c'est terminé. Ça ne fait plus partie de l'équation. C'est ça que je veux dire. mais ça, je pense qu'il n'y a pas meilleur conseil qu'on peut donner sur l'expérience qu'on a eu des cycles d'avant, c'est de respecter son plan et de couper, voilà, de faire un DCA inversé, parce que c'est le seul moyen. Je te fais cette blague tout à l'heure, mais bon, je pense qu'on a tous conscience qu'on va se faire avoir. Mais le but, en fait, dans les cryptos, c'est de te faire avoir le moins possible, en fait, et de respecter le plan. Et à la fin, normalement, comme c'est un marché qui est quand même très rémunérateur, si tu arrives plutôt au bon moment, si tu te fais avoir le moins possible, eh ben, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis le cycle d'après, tu fais encore mieux, et puis ainsi de suite, quoi. Donc, ouais, effectivement, c'est important de pouvoir le noter. Parlons rapidement de ton portfolio. Il n'a pas trop, alors, il n'a pas trop bougé. Je dis ça parce que moi, je regarde ton contenu, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous découvrent. Mais est-ce qu'il a bougé par rapport à ce que tu avais récemment? Est-ce que tu as rentré des nouveaux projets ou pour l'instant, c'est flat? Du tout. De ce point de vue-là, au niveau des projets sur lesquels je suis investi, rien n'a changé. C'est-à-dire que, comme on en parlait, hein, pour le moment, je me tiens au plan que je me suis fixé et à la stratégie, enfin ma stratégie qui est globale. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, mes bagues de crypto-monnaie sont constituées et j'ai pas volonté à me dire, tiens, subitement, ce nouveau projet-là a l'air méga porteur, donc ce serait bien de mettre une pièce dessus, etc. etc. Là, j'ai ma stratégie, je m'y tiens. Ce qui passe, ce qui passe pas ne passe pas, mais je n'ai pas volonté maintenant de changer ça. Ça, je me le garde plutôt pour après, hein, le bear market. Il sera toujours très intéressant à ce moment-là de rentrer sur éventuellement des projets qui auraient performé à l'heure actuelle. Mais là, non, j'ai pas de volonté de changer ça. Donc, tu n'as pas de stratégie. Finalement, toi, la season, qu'elle soit commencée ou pas, tu t'en fiches un peu, entre guillemets, puisque tu n'as pas de stratégie de je prends une partie de mon BTC et je le remets sur d'autres. En fait, tu prends profit crypto par crypto. C'est pas je vends mon BTC pour aller jouer les altcoins. Non, j'ai mon exit sur BTC, Ethereum ou les autres et je respecte point par point. Il n'y a pas de rotation, en fait. Ok, intéressant. Exactement, parce que en fait, c'est comme ça que je me suis fait avoir sur le cycle 2020-2021. Okay. C'est-à-dire que j'ai fait la soi-disant rotation. Et au final, j'ai quand même gagné de l'argent, mais j'en ai gagné moins que si j'avais juste pris mes profits et pas touché. Donc effectivement, ici par exemple, l'argent que j'ai pris sur Bitcoin ne va pas ruisseler sur Ether parce que j'ai déjà un bac d'Ether et donc je n'ai pas de volonté de me dire ok, j'ai encore besoin de plus d'Ether parce que à un moment donné Ether va surperformer Bitcoin. Non, voilà, je prends mes profits sur Bitcoin, je prends mes profits sur Ether et je réinvestirai ces profits sur Bitcoin, sur Ether en bear market. Je n'ai pas de volonté de faire un ruissellement de moi-même sur les alts. Mes bacs sont faits, entre guillemets, ils sont figés. J'ai X Ether, Y Bitcoin, Z, je sais pas, Flux, Alephium, peu importe. Et on en est là et ça bouge pas. Tu vois, ça va faire du bien parce que moi, j'ai plein de copains actuellement qui m'avaient demandé, qui suivent un petit peu, mais pas autant que moi le marché. Et moi, je leur avais dit, dès qu'on arrive à 85-90, on coupe 5%, machin. Et là, j'étais obligé de les appeler quasiment, de faire des entretiens avec eux, les uns et les autres, pour leur position. Et je te jure, il y en a, ils ont mis 24 heures, 48 heures à le faire. Ils m'ont renvoyé un message, mais t'es sûr, ils sont quasiment tous à x3. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas pire, ils ne passent pas un mauvais moment qu'en ce moment parce qu'ils ont pris des profits. Mais tu te rends compte du truc, quoi. Ce marché rend fou, quoi. Ça nous rend tous, hein, ça nous rend complètement fou, quoi. Donc, il faut faire gaffe avec ça, quoi. C'est incroyable. Ok, sujet suivant, petit point sur la régulation. J'ai vu ton tweet ce matin. Bon, c'est pas français, mais ça y est, nous, c'est 33%. Alors, c'est passé au Sénat. Donc, si c'est passé au Sénat, c'est officiel, parce que je crois que ça avait été raboté. Bon, ok, j'irai regarder un petit peu plus. Voilà, ça a beaucoup changé, hein. Ça avait été, donc au début, c'était effectivement passé de 30 à 33, puis ça avait été rejeté, il devait revoir le texte, donc ça avait été, c'est vrai que l'annonce avait été faite il y a déjà un mois ou deux sur le passage à 33%, puis ça avait été refusé, ils avaient dû modifier, voilà, et donc là, visiblement, entre guillemets, cette fois-ci, c'est la bonne, et c'est exactement ce que je mettais dans mon tweet, hein, c'était, est-ce que c'est une réelle volonté d'aller chercher de l'argent, parce que, voilà, il y a besoin de sous, ou est-ce que c'est un alignement par rapport aux autres pays européens, parce qu'effectivement la flat tax, tu l'as très bien dit, moi je suis belge, la flat tax en Belgique, enfin ça s'appelle pas flat tax, hein, mais bon, la taxe en Belgique sur les crypto-monnaies, on a 3 systèmes d'imposition, mais la numéro 2, c'est effectivement de base 33%. Nous on n'a jamais eu 30%, c'était de base 33%, et donc peut-être, j'en sais rien, hein, c'est bien entendu, je sais bien que la réponse c'est ils ont besoin de sous, mais voilà, c'est un alignement avec ce qu'on a en Belgique pour le moment en tout cas.
Ok, ok, impeccable. Ouais, je pense qu'ils ont effectivement besoin de sous et s'il y a un pays qui fait un peu plus d'un côté, la France, on est très content de les copier. Sauf que la fiscalité globale en France, elle est quand même beaucoup plus importante qu'en Belgique, donc c'est encore une bonne nouvelle. Mais bon, voilà. C'est comme ça. J'ai pas ce problème-là. Moi, je suis en bout du monde. Hein. Je suis à Bangkok, donc j'ai plus ces soucis de flat tax. C'est moins problématique. Mais je l'ai pour mes clients, parce que comme je suis dans la gestion de patrimoine, c'est encore une Ouais. taxe en plus. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Il faut être content je pense que c'est un beau pays. De toute On façon, va c'est ce qu'on parler. dit toujours, Ouais, ouais. ça fait partie des règles du jeu, j'ai envie de dire. Après, on peut essayer de décider de ne pas jouer avec, de les contourner, ça c'est un autre, un autre sujet. Mais voilà, la règle, tu la connais, c'est si tu es en France, que tu restes en France, c'était 30, ça passe à 33% de taxes sur les plus-values. Voilà. Et par contre, il ne faut pas essayer de gagner 3% en plus sur les cryptos. Hein, parce qu'on l'a bien dit, si on respecte le plan. Et voilà, exactement. Alors, on va parler un peu techno, parce que je sais que tu adores ça et moi j'aime bien aussi. Alors, je ne suis pas du tout tech, mais en tout cas, j'adore m'intéresser au sujet de la crypto du moment. Tout ce qui est ZK Rollup, tout ce qui est narrative IA. Quelles sont pour toi les technos les plus intéressantes et celles qui vont les plus performer? Parce que ce n'est pas forcément lié et ça, c'est un peu malheureux. Je crois qu'on souffre tous, alors peut-être pas tous, mais de ce cycle-là actuellement avec ces mêmes coins ou autres Mm. qui sont partout, qui prennent de la liquidité. C'est le jeu, c'est la règle. Il n'y a pas à être triste, il fallait l'anticiper. Il fallait essayer de l'anticiper, mais en tout cas, il y a quand même de la techno qui est là. Et puis, si on veut durer 15 ans, on ne va pas le faire avec des mêmes coins. Donc voilà, quels sont toi les technos qui te plaisent beaucoup en ce moment? Et qu'est-ce que tu penses, quels sont les narratifs qui vont le plus marcher là dans le bull run? Et c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, les technologies potentiellement les plus intéressantes ne sont pas forcément celles qui vont fonctionner le mieux et donc rapporter le plus d'argent. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en tout cas, moi en tout cas, pour être dans le marché, je vois vraiment deux narratifs qui, à l'heure actuelle, tirent complètement leur épingle du jeu, qui est l'IA, l'intelligence artificielle, et le secteur de la dépine. On parlera des RWA juste après, hein, ne vous inquiétez pas, si elle est fan de RWA, on va en parler. Mais donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, depuis qu'on a eu l'avènement de ChatGPT et son développement, le fait que maintenant quasiment tous les gens sur Internet utilisent des IA pour réaliser des activités au quotidien, que sais-je. C'est vrai que le secteur de l'intelligence artificielle dans la crypto-monnaie a connu un vrai boom. Hein. On l'a vu avec des crypto-monnaies comme Tao, par exemple, qui, je ne vais pas dire subitement, mais ont vu leur prix s'envoler tout simplement parce qu'effectivement, ils étaient au bon endroit au bon moment en proposant une solution qui était intéressante et innovante. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se fait de ce côté-là. Et le secteur de la dépine, qui est indirectement lié à celui de l'IA, parce qu'en fait, la dépine, c'est Ah oui. fournir des services de manière décentralisée. Et l'un des services qui est les plus demandés, notamment par l'IA, c'est de la puissance de calcul, parce que pour faire fonctionner ces IA, les entraîner, il faut de la puissance de calcul. Et donc, c'est vrai que quand on dit, d'un côté, je veux créer un système d'IA décentralisé, si c'est pour utiliser un système de puissance de calcul centralisé, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc là, tu comprends bien la combinaison qui se fait entre IA décentralisée et donc d'épines, fourniture de puissance décentralisée. Et ces deux secteurs se marient très bien ensemble là-dessus. C'est vraiment, moi je le vois un peu comme à l'époque pour le cycle précédent, tout ce qui concernait les NFT, les métavers. Hein. Vraiment, en 2020-2021, c'était la folie au niveau des landes, des métavers, des NFT. Tout le monde avait, enfin tout le monde, la plupart des gens avaient des NFT, la plupart des gens avaient acheté un terrain dans un land particulier, etc., etc. Ça avait été un véritable boom. Et aujourd'hui, par contre, la hype est totalement retombée. Hein. Je veux dire, tu as un land dans un métavers où tout le monde s'en fout. J'en ai à vendre, si vous voulez. Téléshopping. Euh, tout ça pour dire qu'effectivement, ce que j'espère en tout cas, c'est que le secteur de l'IA et de la dépine ne connaîtra pas le même sort. C'est-à-dire vraiment une envolée extraordinaire. C'est cool, les gens gagnent de l'argent, mais si derrière ça vient à se cracher, c'est fini, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de pleurer. Donc ça, j'espère que non. Donc pour moi, ça c'est vraiment les deux narratifs de ce cycle vraiment. Et alors on a le fameux. En termes Vas-y. financiers, ça me fait cas, c'est-à-dire que c'est les narratifs que tu penses qui vont créer plus de valeur, mais où c'est les narratifs vraiment où tu penses que au niveau techno, c'est plus en corrélation avec la crypto et c'est ce qui va le plus marcher. Je pense que c'est celle où l'argent va le plus affluer. C'est-à-dire que D'accord. D'accord. en dehors de la technologie, même si la technologie est par exemple pas ouf, je pense Ouais. que l'argent va affluer dessus parce que c'est vraiment le secteur du moment, quoi. Quand je dis pas ouf, c'est pas pour tous les projets. Hein. Il y a des projets qui ont des technologies très intéressantes, d'autres beaucoup moins. Donc c'est ça.
Et alors, via le secteur des RWA, parce que les RWA, c'est vrai que c'est un secteur qui est donc la tokenisation des actifs réels, les real world assets, comme on appelle ça, qui, contrairement voilà, à l'IA et la dépine, est un secteur qui, pour le moment, est un peu en retrait. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'emballement, même s'il y en a quand même un petit peu, hein, attention, mais il y en a beaucoup moins que sur l'IA et la dépine. Or, potentiellement, c'est un secteur qui pourrait être beaucoup plus gros, puisque dans la tokenisation des actifs réels, on a des entreprises gigantesques, on parle souvent de BlackRock et autres. Donc potentiellement, ça pourrait valoir beaucoup plus d'argent, parce que ça touche un secteur qui est beaucoup plus vaste, mais à l'heure actuelle, c'est en retrait. Et c'est ça que je voulais dire par rapport à ton truc. La technologie derrière est géniale, mais à l'heure actuelle, je pense, typiquement, tu mets 1000 euros dans l'IA et 1000 euros dans les RWA. Sur le cycle actuel, je pense que tu feras plus d'argent avec 1000 euros dans l'IA que dans les RWA, alors que potentiellement les RWA est un secteur beaucoup plus vaste et donc devrait théoriquement attirer plus d'argent. Mais à l'heure actuelle, je crois pas que ce soit le cas. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, j'ai 70% de mon bac sur l'IA, mais je pense que c'est énormément, je le dis, énormément bullshit. Pourquoi? C'est pas que les projets vont forcément aller à la cave ou autre, mais c'est simplement qu'aujourd'hui, la blockchain, c'est trop long ou autre. Et je crois que l'IA, c'est une révolution, c'est une des plus grosses révolutions après Internet. Mais je pense pas que la blockchain, on va en prendre une grosse part. Donc, je pense que clairement, il faut se positionner sur l'IA si on a envie de faire de l'argent. Et par contre, les RWA, là où je suis d'accord, c'est que la valeur créée par rapport à la blockchain, c'est bien plus supérieur. Parce que comme je pense, moi, que tout va être tokenisé, tout, je ne connais pas l'échelle, hein, peut-être 5, 10, 15 ou 20 ans, mais la carte de ton supermarché sera tokenisée. Enfin, tout aura des tokens partout. Et donc là, la blockchain a fait 100% sens. Et effectivement, je suis d'accord pour dire que la techno est bien plus supérieure sur le RWA, mais que ça a peut-être moins marché. Mais attention quand même, il faut voir. C'est vrai que sur la première partie du cycle, l'IA a tout écrasé. Peut-être quand même que. Enfin, moi, j'ai quelques projets en RWA, c'est à suivre quand même. Je pense. J'en ai aussi, hein. Attention, c'est ce que je dis. Moi aussi, je suis exposé sur les RWA. Donc, encore une fois, c'est pas parce que souvent, il y a des gens qui me reprochaient, ils me disent ouais, tu t'as dit que, par exemple, ici, l'IA, c'est mieux que les RWA. C'est pas parce que je dis ça que les RWA vont pas faire des beaux multiples. C'est juste que potentiellement, vu la hype actuelle, il y a plus de chances de faire des beaux multiples sur l'IA que sur les RWA. Mais c'est pas pour autant de dire que les RWA vont chuter ou vont faire, je sais pas moi, fois 1,2, alors que les autres trucs vont faire x 10. Ça va peut-être faire des fois 2, des fois 5, des fois 10. Et de l'autre côté, ça fera peut-être fois 20, j'en sais rien. C'est ça que je veux dire. Attention, je dis pas que ça va être catastrophique. Je dis juste, potentiellement, ça peut, à l'heure actuelle, sous-performer par rapport à d'autres secteurs. Avec les éléments qu'on a aujourd'hui dans les mains, je suis d'accord. Mais la hype peut venir. Moi, je pense que là, on peut avoir des nouvelles, ça peut venir. Parce que je pense que vraiment, la tokenisation, enfin, ça va être vraiment partout. Et d'ailleurs, en termes de lancement de projet, tous ceux qui ont envie d'en lancer, je pense que c'est ça, sur ce sujet-là, qu'ils devraient regarder. À comment aider les sociétés à se tokeniser et la valeur qu'on peut leur apporter avec ce token-là. Parce que ouais, peut-être que ça sera pour le prochain cycle en l'occurrence, mais je pense qu'il y aura plein de choses à faire sur cette partie-là à suivre. Les prédictions un petit peu sur les 5 à 10 ans. Tiens, question large sur les altcoins. Combien tu penses de projets aujourd'hui existeront dans 5 ans? Sans Ethereum et ETH. En pourcentage. Il y a un turnover. Donc, deux choses. D'habitude, si on compare par rapport au cycle précédent, on a un turnover qui est énorme. Vraiment, tu prends le top 50 de 2017, le top 50 de 2020, ça n'a rien à voir. Et tu prends le top 50 de 2020 avec celui de 2024-2025, ça n'a rien à voir. La question que je me pose, c'est qu'à l'heure actuelle, sur ce cycle-ci, maintenant, on a vraiment des projets qui se sont installés plus que confortablement, je pense effectivement à Ethereum, Solana, que sais-je. Et donc je me dis, j'aurais vraiment du mal à croire par exemple que un Ethereum ou un Solana viendrait à sortir par exemple du top 50 de l'écosystème parce que on aurait une nouvelle crypto-monnaie hyper révolutionnaire qui viendrait prendre le lead. Je pense en fait que à l'heure actuelle, les gros qui sont déjà en place vont juste se partager le gâteau. Les répartitions vont peut-être un peu changer, peut-être que Solana va prendre un peu plus, peut-être que Ethereum va prendre un peu plus, Avalanche, que sais-je. Mais j'ai du mal à voir un nouveau projet, par exemple, qui débarquerait et qui viendrait drainer la liquidité de Ether, de Solana, de trucs. Faudrait vraiment un truc incroyable ou quelque chose qui serait, je sais pas moi, soutenu par quelqu'un. Voilà, Elon Musk lancerait, je sais pas moi, une crypto-monnaie. Et encore, je veux dire, c'est pas parce que Elon Musk lancerait une crypto-monnaie que les gens switcheraient. J'ai vraiment du mal à croire que
on aura autant de turnover qu'on avait par le passé, mais je pense, et c'est ça qui est pas mal, je pense qu'il y a quand même, comme je disais, hein, c'est un gâteau à se partager, je pense qu'il y a quand même de la place pour des outsiders qui viendraient potentiellement proposer une alternative à ce qui est déjà en place. Ça viendrait pas remplacer complètement le système, mais voilà, je sais pas, j'invente. Hein. Bah, imaginons que, je sais pas, Ethereum a 30% du gâteau, bah, peut-être que Ethereum n'aura plus que 25%, et il y aura 5% pour cet outsider-là. C'est ça que je veux dire. Ok, compris. Bah, écoute, intéressant. On arrive sur un des derniers sujets. C'est entre guillemets, j'avais noté ça un message pour la jeune génération, mais pour tous les gens qui sont en train d'arriver, là, justement, je pense que c'est un moment de leur donner un petit mot. Les erreurs qu'il faut éviter actuellement, les pièges sur lesquels il ne faut pas tomber. Et ceux qui ont envie de FOMO, et ils vont le faire parce que de toute façon, ce marché rend à peu près fou. Mais essayer de les aider à se calmer, à réfléchir, peut-être donner quelques sources à comment construire son portefeuille maintenant. Enfin voilà, quels sont les conseils que tu peux donner à quelqu'un? Alors, le premier vraiment conseil, pardon, avant même l'investissement hein, pur dans la crypto-monnaie, c'est, alors, quand je dis c'est se former, en tout cas, c'est apprendre les bases. C'est-à-dire que apprendre comment sécuriser son investissement avec un portefeuille, un hardware wallet, que sais-je, comment ça fonctionne une transaction. Alors, je dis pas qu'il faut apprendre à comment se passe une transaction avec les UTXO et tout ça. Juste, voilà, ne pas faire l'erreur, tu sais, d'envoyer par exemple du Bitcoin sur une adresse Ether. Ça arrive encore trop souvent. Des gens qui envoient aussi des crypto-monnaies sur des adresses non compatibles. Hein. J'ai envoyé, j'avais de l'USDT en format ERC20, donc Ethereum. Je l'ai envoyé sur une adresse au format BSC, j'arrive pas à les récupérer, etc. Donc je dirais vraiment apprendre les bases, les fondamentaux avant même de poser le moindre euro dans le marché, c'est une base. Et puis je dirais aussi, alors c'est très difficile à dire hein, de dire aux gens essayer de garder les pieds sur terre, mais comme on l'a dit, c'est extrêmement difficile de faire une réussite à 100% sur un seul cycle. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui débarque maintenant avec, je sais pas moi, 1000 euros, se dire qu'il va atteindre les 100 000, le million en un cycle parce qu'il va investir sur le même coin ou le projet de folie, ça reste ambitieux, ça reste très ambitieux, et souvent c'est indirectement comme ça que les gens se brûlent les ailes, c'est en ayant des objectifs de prix beaucoup trop élevés, hein, en se disant j'en veux toujours plus, j'en veux toujours plus, j'en veux toujours plus, qu'on finit à un moment donné par pas tout perdre, mais ne pas gagner grand chose. Et donc je dirais que un conseil aussi, c'est d'essayer de garder les pieds sur terre. Hein. Si vous avez encore une fois 1000 euros, ne serait-ce que faire x5, transformer 1000 euros en 5000 euros en l'espace de 6 mois, par exemple, ça reste une performance qui est extraordinaire. Hein. Il y a peu de gens qui y arrivent. Et donc, c'est vrai que quand on a 1000 euros, on veut 10 000, puis on veut 50 000, puis on veut plus. Mais à un moment donné, je pense que garder les pieds sur terre, c'est pas mal. Et se dire que oui, il y a peut-être quelques personnes qui ont transformé voilà 1000 euros en 1 million sur un truc à la con, etc., etc. Mais encore une fois, pour un qui gagne, il y en a combien qui perdent? Et donc, ne serait-ce même que d'être en positif sur un cycle et pas finir à broke, hein, comme on appelle ça, donc perdre de l'argent, ne serait-ce même qu'être en positif, c'est déjà une belle victoire en soi. C'est 5%, hein, je crois, on les a les datas à peu près. Hein. Mmh. C'est comme à peu près dans tous les milieux, c'est comme, parce que moi j'ai pas mal été dans le poker, mais c'est comme au poker, c'est pareil dans la crypto, sur les marchés financiers, généralement c'est 5% des gens. Et ceux qui restent sur le Bitcoin, il est prouvé qu'on est plus aux alentours de 10 à 15%. Comme quoi, voilà, ayez du Bitcoin dans le portefeuille. Bah là, en plus, c'était la prochaine question. Non, c'est juste après. Pourquoi la crypto est une opportunité unique et du coup, en fait, de donner envie aux jeunes de rester plus qu'un cycle. Moi, c'est ça. Quand je dis jeunes, d'ailleurs, je dis jeunes, je dis à tout le monde, aux gens qui arrivent. Mais ceux qui arrivent maintenant, pour leur expliquer en quelques mots pourquoi c'est une opportunité, pourquoi s'y intéresser plus longuement et peu importe comment se passe le cycle, que les gens restent, quoi, parce que je pense que c'est important, quoi. Moi, je dirais que globalement, c'est premièrement, comme tu l'as dit, on en a parlé, il y a l'aspect financier, mais il y a l'aspect technologique qui est incroyable derrière. Et on est d'accord, la technologie, ça n'apporte pas de l'argent, mais il faut quand même comprendre qu'il y a la techno derrière qui est folle. Et moi, je maintiens le fait qu'à l'heure actuelle, même si effectivement la crypto-monnaie est devenue beaucoup plus mainstream qu'à l'époque, les gens qui investissent encore maintenant, je pense qu'ils sont toujours
early d'une certaine façon, hein, parce que c'est toujours la même chose. Quand on rentre sur le marché, on a l'impression qu'on rentre toujours trop tard. Moi, quand je suis rentré sur le Bitcoin, qui était à 600 $. Quand je suis rentré à 600 $, il y a plein de gens qui me disaient, bah non, TK, t'es trop tard. Le Bitcoin, au mieux, il va aller à 1000 $ et puis c'est fini, on va retourner à 100 et c'est trop tard. Les gens qui sont rentrés à 10 000, enfin, allez, même à 20 000, 19 000 et quelques, le cycle de 2017, tout le monde disait, bah non, 17 000 euros, 19 000 euros pour du Bitcoin, c'est fou. Fallait pas acheter à 19 000, c'était fou. Actuellement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui seraient contents d'acheter du Bitcoin à 19 000 euros. Et je pense que 100 000 ne sera qu'une étape parmi d'autres. Je pense que si tu prends le prix du Bitcoin en 2030, en 2040, mais comme tu l'as dit, ça demande du temps. On sera sur d'autres prix que ce qu'on a actuellement, mais ça prendra du temps. Et donc, je pense que quelqu'un qui rentre maintenant, c'est peut-être pas le meilleur moment. Hein. Il serait rentré il y a 6 mois, c'était mieux. Mais sur un investissement long terme, d'une dizaine d'années, je pense que, encore une fois, sur du Bitcoin, ça reste un placement qui reste intéressant. Ça doit être dur pour les youtubeurs. Je crois que tu fais partie du top 10 très largement, TK, aujourd'hui en France, non? En France, mais en francophone, non? J'imagine, enfin en tout cas je pense, c'est probable, c'est probable. Non, mais l'autre fois, je me faisais cette question, je regardais un live, je me rappelle, je sais plus qui, et je me disais, c'est quand même fou de réussir à donner des conseils aux retail, aux nouveaux qui arrivent là, alors qu'au final, en termes perso, on a besoin d'eux, tout le monde le sait, l'écosystème a besoin d'eux pour que ça monte et pour que nous, on puisse sortir quand on n'a pas été trop bête et qu'on s'est bien placé, et puis parce qu'on est récompensé du temps. Qu'est-ce que tu penses de cette un peu de différence cognitive à se dire je suis en train d'essayer de dire aux gens de ne pas faire de bêtises, alors réellement, il faut qu'ils en fassent parce que sinon, moi, mon portefeuille, il va. Je pense que ça, c'était valable à la limite encore en 2017-2018. Déjà, le marché de 2020-2021, c'est devenu un marché qui était très professionnel. Donc, en fait, le retail, c'est-à-dire nous, hein, que l'on ait un gros portefeuille ou un petit portefeuille, on est du plancton par rapport à ce qui se joue, par rapport à certains profils. Et donc, c'est ça, en fait, plutôt que de me dire on a besoin d'une exit liquidity, je me dis que par défaut, on est tous l'exit liquidity des beaucoup plus gros et que donc s'il y a moyen de se serrer les coudes pour entre guillemets traverser la tempête et essayer d'en sortir positif, voilà, je veux dire, c'est pas le gars qui vient poser ne serait-ce même que 1000, 10 000 ou même 100 000 euros sur le Bitcoin qui va changer fondamentalement le portefeuille quand tu vois ce que des grands comme BlackRock, MicroStrategy ou certaines grosses whales, quand ils achètent plusieurs dizaines, centaines de millions, bon, les 1000 euros de mamie, c'est sympa, mais c'est pas lui qui va servir d'exit liquidity. Donc je pense que en tant que petit retails, on doit se serrer les coudes et essayer, comme tu l'as dit, de pas perdre d'argent et d'essayer de s'en sortir par rapport aux géants qui, eux, ne sont clairement pas à plaindre là-dessus. Ah, donc toi, tu penses qu'aujourd'hui, le marché n'a pas besoin de ces centaines de milliers de retail pour faire son top? Tu crois que on est que sur un marché institutionnel contre institutionnel, en fait, qui se battent, et nous, on est au milieu, il faut qu'on. Ok, c'est intéressant. Je pense, enfin, en tout cas, c'est un peu le sujet de la vidéo de ce soir que je sors. Non, c'est vrai, c'est-à-dire que oui, le marché est devenu un marché hyper professionnel. Le retail, ça représente une goutte d'eau. Il est quand même important, tu vois, comme tu l'as dit, le fait que les médias en parlent, etc., etc. Pardon, ça a un impact, mais je pense que actuellement, vu la taille du marché, hein, on parle de plus de 3000 milliards de dollars. C'est pas les centaines de milliers de petits retails qui vont changer grand chose. Je pense que c'est d'ailleurs ce que beaucoup disent hein, au niveau des cycles. On a toujours cette info. Est-ce que ce serait le dernier véritable cycle? Parce que là, ça va devenir un marché hyper professionnel. Je n'ai pas la réponse, mais une chose est sûre, c'est que même si j'aime la répétition au niveau des cycles, de cycle en cycle, je remarque que c'est un marché qui est de plus en plus professionnel. Hein. C'est un marché qui se tourne vraiment vers les acteurs institutionnels, les pros du secteur et les très gros. Je veux dire, les mecs qui ont plus de 10 000 bitcoins, bah, c'est pas la petite personne qui va même acheter un bitcoin entier qui va changer fondamentalement les choses, quoi. Ok, bah c'est un point de vue intéressant que j'avais jamais entendu parce qu'on entend à répétition qu'on a besoin du retail, Toi, tu n'es pas d'accord avec cette stratégie-là. Donc, ok, très bien. Il n'y a pas de dissonance cognitive pour toi. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent, j'ai envie de les former, je fais du mieux possible et super. Ok, très bien. Parfait. On a bientôt fini. J'avais fait deux petites questions rapides. Ta crypto préférée hors Bitcoin et Ethereum actuellement? C'est dur. Il y en a deux, Flux et Alephium, je dirais.
Ouais, je savais que c'était ça. Et, Bah, je et te comme suis. c'est pas le même secteur, c'est difficile. Tu vois, s'il y en a un qui est dans la Dépine, l'autre qui est dans la Layer One, c'est impossible de trancher parce que ça a rien à voir, quoi. Il y a même pas de comparaison possible entre les deux. Ok, mais t'es obligé, c'est la question. T'es sur un bateau, il y en a une qui va tomber à l'eau. Impossible. Ouais. Je dirais juste, mais c'est parce que c'est incomparable, mais je dirais juste parce que j'ai du flux depuis plus longtemps, j'aurais dit flux, mais vraiment c'est Ok. incomparable. Bon, c'est ça, bah, c'était pour t'embêter un petit peu. C'est pour le jeu, c'est pour le jeu. C'était pour le jeu. Ton plus gros pari réussi dans la crypto, pas forcément financier d'ailleurs, ou crypto, quel est le plus gros pari que tu as réussi à obtenir dans la crypto? Bitcoin, avoir acheté du Bitcoin Bitcoin. et comme je te disais, d'avoir tenu contre vents et marées, le fait de se dire que ok ça chute, euh, tout le monde te dit que t'es un gros débile d'avoir investi dans une monnaie virtuelle, que ça va aller à zéro, que t'as rien compris, que c'est l'argent de la drogue, bah voilà vraiment les bitcoins, voilà c'est d'y avoir cru et surtout d'y être resté. Ok. Et est-ce que le fait d'être passé full time, c'est pas quelque chose qui s'est pas été un gros pari pour toi? Ça a été fait de façon très Ça a très été le très plus gros simple. pari de, Ouais, ça a bah, été le plus gros pari de ma vie. je pensais que tu aurais dit ça comme, je pensais que tu aurais donné ça comme réponse, comme plus gros C'est pari. vrai aussi, c'est vrai aussi. En plus, c'est ce que je dis toujours, mais c'est vrai que moi j'avais ce gros inconvénient que mon ancien job, je l'adorais. Ok. J'étais, comme je le dis, hein, j'étais super bien vu de mes chefs, j'étais bien payé, j'avais des avantages et ça. C'est ce que j'ai Hmm. toujours dit. Si j'avais eu un job de merde, mal payé, tu sais, t'aimes pas ton patron, ça se passe mal et de ça, changer de boulot, tu dis bah oui c'est facile, je quitte un truc dégueulasse et je vais peut-être vers mieux. Moi j'avais un truc qui était vraiment bien et je me suis dit je vais aller vers quelque chose qui est totalement inconnu et j'espère que ce sera aussi bien. Et le résultat est que je ne regrette absolument pas la transition, mais j'aurais eu beaucoup plus simple que si j'avais eu vraiment un métier qui me plaisait pas et ça. Ça a été le choix le plus difficile de toute ma vie parce que j'étais super bien dans mon ancien job. J'avais, je vais pas dire, j'avais des promotions, mais mon ascension dans l'entreprise était bon, quoi. Donc voilà, je stagnais pas un poste. Tu sais, quand tu stagnes pendant des années, tu dis j'en ai marre de faire toujours la même chose. Non, moi Ouais. j'évoluais quasiment d'année en année, donc j'étais très heureux, quoi. Ouais, donc c'était caviar ou foie gras, c'était un choix compliqué à faire. Ok, compris. Bah, Ok, c'était bah le écoute, lancement dans l'inconnu. Voilà. ouais, ouais, ok, bah en tout cas, félicitations parce que bon, en tout cas, tu as l'air ultra heureux et tu le partages à ta communauté. Tu le partages tous les dimanches dans un live, c'est ça? Donc live sur ta chaîne Live, YouTube. ouais, Ouais, live sur YouTube le dimanche, le mardi midi et le jeudi soir normalement. Donc je fais 3 lives semaine, mm, plus une vidéo semaine, une vidéo longue sur YouTube le jeudi à 17h. Et ok, j'essaye de faire chaque jour un petit condensé d'actualité en 1 minute max que je en mets short. sur YouTube, en short, YouTube, Instagram et compagnie, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous soutenir. C'est super sympa. J'oublie toujours, je suis vraiment nouveau dans le truc, donc il faut dire aux gens de vous abonner chez nous quand même un peu, mettez-nous quelques likes, ça serait cool. Et N'hésitez pas. vous avez apprécié l'interview et merci à tous. Et puis à la prochaine. Merci encore, Monsieur Teka. Bonne Merci tout journée le monde. et Bonne journée à tous et à la prochaine. bonne Ciao, ciao. ciao. Salut à tous. Merci, au revoir.